Bonsoir tout le monde. Donc, il est 7 heures. On va commencer tout de suite avec notre soirée de présentation pour vous les parents. Donc, on est super contente de vous voir aussi nombreux là, pour la deuxième représentation de notre soirée d'information. Donc, comme dans la dernière présentation, donc la soirée va se dérouler en 2 volets. Le premier est la présentation là, des conseillères d'orientation des écoles secondaires du CSS de Laval. Et on va y traiter des points suivants. Donc, le système scolaire et la sanction des études, l'admission en formation professionnelle, l'admission au collégial, des trucs sur comment aider son enfant à s'orienter et finalement la présentation des outils pour explorer les métiers et les professions. Donc, voilà. Donc, voilà les différentes parties de la présentation. Et en deuxième partie, évidemment, les rencontres individuelles avec les conseillères d'orientation du CSS de Laval. Donc, à la fin de la présentation, vous allez être invité à vous diriger vers l'une des salles Zoom selon l'école d'origine de votre jeune. Vous allez être mis en attente selon votre ordre d'arrivée et la conseillère d'orientation va vous faire entrer quand ce sera votre tour. Si vous avez une question d'ordre général, donc qui n'est pas spécifique à l'école de votre enfant, je vous conseille d'entrer dans les salles Zoom qui s'intitulent « Questions générales ». Ça se peut que ces Zooms-là soient moins achalandés que les Zooms de l'école de votre enfant. Si jamais on voit que l'achalandage dans les salles individuelles est trop grand, il se peut qu'on vous limite à 5 minutes de questions. Sinon, le conseiller ou la conseillère d'orientation va pouvoir discuter avec vous le temps que vous aurez besoin. Si jamais vous n'avez pas réussi à rentrer dans la salle dans un délai que vous trouvez raisonnable, vous pouvez envoyer un courriel ou téléphoner à votre conseillère d'orientation dans les prochains jours. Tous les coordonnées des conseillers et conseillères d'orientation de la commission scolaire sont disponibles dans le PowerPoint qui vous est présenté ce soir. Vous allez retrouver tous les documents, les documents de la présentation, aussi le document qui parle des outils pour aider son enfant à explorer les métiers. Tout ça est présentement disponible sur le site Internet du CSS de Laval et à l'instant, ma collègue Camille va vous mettre le lien dans le chat. Donc, en cliquant dessus, vous allez avoir accès à toute la publicité de la soirée de ce soir et dans le bas de la page, vous allez avoir les documents, toute la présentation PowerPoint et le document des outils. Pour ce qui est de la présentation, vous pouvez poser vos questions via le clavardage à nos conseillères d'orientation qui sont là pour y répondre. Donc, vous pouvez envoyer toutes vos questions là-dedans. Et Marie-Pierre Paquin, Camille Sauvé et Christiane Duperron vont répondre à vos questions. Si vous voyez le nom d'une de ces personnes-là, vous allez avoir à côté conseillère d'orientation. Donc, ça va vous indiquer que l'information qui vous est donnée, elle est bonne. Donc, voilà pour les informations plus techniques là, de la soirée. Donc, moi, je vais vous parler, en fait, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous expliquer brièvement le rôle du conseiller d'orientation dans la vie de votre jeune. Le conseiller d'orientation, c'est un guide qui va accompagner l'élève dans l'exploration de soi, de ses ressources, de sa personnalité, de ses intérêts, ses forces, mais aussi ses faiblesses et ses craintes. Le conseiller d'orientation n'a pas de boule de cristal, donc il ne peut pas deviner l'avenir. S'orienter, ça peut prendre du temps. Ça suppose une réflexion sur soi et ça dépend de plusieurs facteurs comme la personnalité, la maturité et les expériences de vie. Ça peut prendre plus qu'une rencontre d'information scolaire avec une conseillère. Donc, ça peut prendre aussi l'expérimentation de différents programmes. Donc, soyez ouverts à avoir peut-être des changements de cap de la part de votre jeune. Dans chaque école de deuxième cycle du secondaire va avoir un conseiller d'orientation. Le jeune va rencontrer généralement le conseiller d'orientation à partir de la 3e année du secondaire parce qu'il y a un choix de séquence en maths et en sciences à faire. Souvent lors de visites en classe ou même à la demande de l'élève en rencontre individuelle. Mais peu importe le niveau scolaire, l'élève est toujours invité à aller voir son conseiller ou sa conseillère d'orientation dans son école, qui se présente à son bureau, qui prenne un rendez-vous, c'est ouvert vraiment à tout.
Et là, ben, pour vous faire rire, on a mis une photo de nos 2 conseillères d'orientation qui sont à l'école Curie-Antoine Labelle et qui ont profité de l'occasion d'une photo pour vous montrer à quoi ressemble un conseiller d'orientation présentement en temps de COVID, donc avec un kit masque et visière. C'est très cute. Donc, pour faire suite, là, en fait, aux conseillers d'orientation, ici, ce soir, on en a plusieurs qui vont se présenter à vous selon les différentes sections là, de la présentation. Mais pour vous les présenter officiellement, à l'école Curie-Antoine Labelle, on a Nancy Grenon, Virginia Latulippe et Claudette Dion qui s'occupent des élèves de la Tour. À l'école secondaire Horizon Jeunesse, on a Marie-Pierre Paquin et Valérie Ouimet. À l'école Leblanc, on a Claudette Dion ainsi que Catherine Paré. À l'école Saint-Maxime, on a Judith Perron, Camille Sauvé et Catherine Labbé, moi-même, qui s'occupent des élèves en classe d'accueil. À l'école Georges Vanier, on a Annie Bergeron ainsi que Valérie Ouimet. À l'école secondaire Mont-de-la-Salle, on a Christiane Duperron et Rachel Thériault. Au centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval, on a Catherine Paré et Jeannie Tardif. Et à l'école internationale, on a Valérie Ouimet. À l'école de la Mosaïque, on a Myriam Fauvel. Et en lien avec les contenus en orientation, on a Marie-Josée de Chevigny. Donc voilà pour le début de la présentation. Je cède ma place à Nancy qui va vous parler du système scolaire. Bonsoir tout le monde. Alors voilà, le système scolaire québécois se divise en 3 grands niveaux. On peut voir en bleu, en bas, c'est le niveau secondaire. Ensuite, on a le niveau collégial qui est en jaune et orange. On voit ensuite le niveau universitaire, ce qui est en brun et en rouge. Je vais vous les décortiquer chacun. Alors, allons-y avec le niveau secondaire. À ce niveau, on retrouve la formation professionnelle qui permet d'obtenir un diplôme d'études professionnelles. Les diplômes d'études professionnelles, c'est une formation de courte durée, de 6 mois à 2 ans, une formation qui est pratique, concrète et qui mène sur le marché du travail. Cette formation conduit aussi à l'université. C'est possible, pardon, pas à l'université, mais au cégep. C'est possible d'aller au cégep avec un diplôme d'études professionnelles et un diplôme d'études secondaires. On peut remarquer que dès le secondaire 3, les étudiants, les élèves qui ont réussi mathématiques, français et anglais de ce niveau ont accès à la formation professionnelle. Lorsqu'un jeune termine son secondaire 4, bien là, il a accès à presque l'ensemble des programmes de formation professionnelle et il y en a quand même beaucoup, là, il y en a à peu près 150, sauf un. Un seul va demander d'avoir le niveau secondaire 5. Il va demander du français de secondaire 5. C'est le métier qui conduit, c'est la formation qui conduit au métier d'infirmier ou d'infirmière auxiliaire. Il s'appelle, ça se nomme Santé, assistance et soins infirmiers. La formation professionnelle, suite à un DEP, là, le jeune pourrait poursuivre dans une ASP, alors une attestation de spécialisation professionnelle. Par exemple, une formation en esthétique et une spécialité en épilation. Une formation DEP en secrétariat, qui s'appelle, oui, secrétaire, c'est ça, et une spécificité, une attestation de spécificité, voyons, excusez, une ASP, je vais dire ça comme ça, comme secrétaire juridique ou encore secrétaire médical. Vous voyez, c'est un petit plus, une bonification qu'on va chercher à son premier diplôme. Ce qui est intéressant aussi avec la formation professionnelle, c'est que si le jeune décide de poursuivre au niveau du cégep, il peut utiliser une passerelle DEP-DEC. Alors, DEP, DEC, DEP, diplôme d'études professionnelles, DEC, diplôme d'études collégiales. C'est une passerelle qui fait en sorte qu'au niveau de la technique, ça devient un petit peu moins long, la technique. Tu sais, le cégep va créditer des cours. Au lieu de faire une technique de 3 ans, ça peut aller jusqu'à une technique seulement de 2 ans, de courte durée. Ou parfois, c'est certains cours qui sont crédités seulement. Par exemple, un DEP en soutien informatique vers la technique informatique, un DEP en santé, assistance et soins infirmiers vers la technique en soins infirmiers. Vous voyez, il y a des beaux agencements comme ça, des belles passerelles. Présentement, on est en train de développer au Centre de services scolaires de Laval un projet qu'on appelle le projet de concomitance entre les centres de formation professionnelle, les écoles secondaires et les cégeps
pour permettre aux jeunes, sur par exemple 2 ans, 2 ans et demi, aller chercher un diplôme d'études secondaires et un diplôme d'études professionnelles. Donc, c'est rapide, là, en 2 ans, 2 ans et demi. Ou bien sur 5 ans, un DES, un DEP, puis un DEC. On sait que ça fonctionne dans d'autres centres de services. Alors, on est bien emballé par ce projet-là qui est à venir. Ça va s'adresser à des élèves qui sont en réussite de la 3e secondaire. Et on va avoir à peu près 5 programmes là, de sélectionnés qui vont constituer ces petites passerelles-là sur 3 niveaux. Donc, c'est à venir. C'est juste un petit mot pour vous dire de surveiller ce qui s'en vient à la commission, au centre de service. Vous voyez ici que dès le secondaire 5, là, nos jeunes ils ont une décision à prendre. Ils doivent réfléchir s'ils vont vers le cégep ou s'ils vont vers la formation professionnelle. S'ils décident d'aller vers le cégep, le niveau collégial, eh bien là, il y a une décision à prendre entre est-ce que ça va être un cégep qu'on appelle pré-universitaire ou bien je m'en vais vers un cégep qu'on appelle technique, 3 ans. Il est important de mentionner que le niveau collégial possède ou constitue, il y a aussi une formation générale au cégep. Les jeunes vont continuer de faire du français. Ils vont avoir des cours de philosophie, des cours d'anglais, des cours d'éducation physique. Donc, ils ont un bloc de formation qu'on appelle général au cégep qu'ils doivent poursuivre, en plus de la formation spécifique. Ce qu'on ne retrouve pas à la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est que le métier en lui-même. Au niveau du cégep pré-universitaire, c'est une formation qui dure 2 ans. C'est une formation qui est encore assez générale et elle ne mène pas au marché du travail. C'est une préparation à l'université. Le jeune qui va vers le pré-universitaire pourrait choisir de faire un double DEC. Un double DEC, là, c'est quand ils ne savent pas là, entre 2 programmes, qu'est-ce qu'ils vont choisir. Ils aiment beaucoup faire la musique, mais ils veulent absolument faire les sciences. Alors, ils pourraient faire un double DEC en musique et sciences de la nature. Ils ont été dans un programme où pour danser, il y a de la danse. Alors, ils voudraient faire un pré-universitaire en danse et en sciences humaines. Vous voyez, il y a des combinaisons comme ça qui existent. Le double DEC, c'est en 3 ans qu'ils vont l'obtenir. Ils vont obtenir 2 diplômes d'études collégiales en 3 ans. Alors, les pré-universitaires, on en a en sciences de la nature, où là, on a besoin d'avoir les matières enrichies du secondaire, la chimie, la physique de secondaire 5, les maths enrichies de secondaire 5. Et on va y suivre des cours de sciences, en sciences de la nature, donc la chimie, la physique encore, la biologie, les mathématiques du cégep. Et c'est pour conduire vers les métiers de la santé à l'université ou encore les métiers des sciences pures, l'ingénierie. Sciences lettres et arts, c'est aussi des sciences, donc c'est une bonification aux sciences de la nature. C'est un pré-universitaire enrichi au niveau des sciences. Sciences informatiques et mathématiques, on ne l'entend pas souvent, celui-là est très intéressant. C'est aussi un programme de sciences, donc ça prend les sciences enrichies au niveau du secondaire 5 et les maths enrichies de secondaire 5. C'est une formule pré-universitaire 2 ans dans laquelle il y a un peu plus d'informatique et de mathématiques, mais un peu moins de biologie et de chimie. Et ça conduit aussi vers les métiers de l'ingénierie, de l'informatique, des sciences pures. Beaucoup de nos élèves vont choisir d'aller en sciences humaines. C'est le gagnant. Là. Je trouve que dans les pré-universitaires, c'est lui qui est le plus choisi. Ça ne demande pas d'enrichi, mis à part peut-être les sciences humaines profil administration, dans lesquelles on va demander d'avoir des maths enrichies de secondaire 5. Et on va donner dans ce parcours-là des mathématiques du cégep qui permettent d'aller à l'université en administration. Sinon, quand on va en sciences humaines, là, il faut choisir un profil. Alors, si ce n'est pas administration, ça peut être le profil individu, monde, société. Il y en a de toutes sortes. Il faut les magasiner. Mais le profil individu, c'est le profil qu'il faut choisir pour les jeunes là, qui veulent aller vers la psychologie, par exemple. Devenir psychologue, ça prend le profil individu. Histoire et civilisation, un autre pré-universitaire pour ceux qui adorent l'histoire. Arts, lettres et communication, dans lesquels on va choisir encore une fois un profil cinéma, un profil média, un profil théâtre ou un profil langue dans lesquels on va améliorer notre anglais puis aller perfectionner une 3e langue. Il y a des pré-universitaires en musique, en danse, en arts visuels. Donc, en ce qui concerne la matière générale, les programmes de formation qui sont quand même encore générales, là, il y en a beaucoup. Maintenant, la formation technique, je vous dirais que c'est mon coup de cœur.
J'adore les techniques du cégep. Il y en a à peu près 100, plus de 100 programmes. C'est des techniques qui conduisent sur le marché du travail. C'est pour ça que je les aime beaucoup. Ils sont pratiques. Il y a du concret dans cette technique-là. Le jeune est déjà investi dans un domaine qui l'intéresse. La dernière année, souvent, ils sont en stage. Il y a beaucoup de stages dans les techniques, l'alternance travail-études. C'est sûr qu'ils ont encore le bloc de formation générale, français, philo, éduc, de l'anglais. Ça dure 3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que s'ils poursuivent à l'université, encore une fois, ils peuvent utiliser une passerelle qu'on appelle le DEC-BAC, qui leur permet de poursuivre à l'université dans un programme connexe et ils pourraient se voir des cours de crédité au niveau du baccalauréat. Ça pourrait être moins long, leur formation au baccalauréat, à l'université, s'ils poursuivent. C'est parfois difficile d'accès, les techniques. Il y en a une trentaine qui sont contingentées. Ça veut dire très difficile d'accès parce que beaucoup de demandes, puis pas beaucoup de place. Comme la technique policière, c'est un bon exemple. Beaucoup veulent devenir policiers et on n'en prend pas tant parce qu'il faut répondre à la demande du marché aussi. Technique de radiodiagnostic, technologie de l'architecture, technique en graphisme, donc beaucoup de techniques possibles. Et voilà ici les passerelles DEC-BAC. Il existe présentement un programme avec l'UQAM et le Cégep de Montmorency. Les jeunes peuvent faire une technique 3 ans en gestion de commerce et poursuivre au niveau de l'administration. J'ai dit en 3 ans, mais en fait, c'est une passerelle de 4 ans. Alors, en 4 ans, ils ont une technique et ils ont un baccalauréat qui, normalement, leur aurait pris 6 années. Alors, parfois, là, il y a des combinaisons vraiment intéressantes comme ça. C'est des petits produits de formation qu'il faut vraiment magasiner. Ça dépend des cégeps, ça dépend des programmes, ça dépend des universités. Mais des fois, on trouve des petits bijoux comme ça, des belles combinaisons qu'on aime beaucoup. C'est sûr qu'en 4 ans, là, les jeunes vont devoir faire quelques sessions d'été. Maintenant, donc, avec une technique ou un pré-universitaire, les jeunes peuvent poursuivre à l'université. La technique conduisait au marché du travail, mais pas le pré-universitaire. Le pré-universitaire, il faut certainement poursuivre à l'université. Au premier cycle, on retrouve le baccalauréat, qui est d'une durée de 3 ans ou 4 ans. Ça mène au marché du travail pour la majorité des baccalauréats. Et parfois, encore là, on a des programmes qui sont contingentés, plus difficiles d'accès un peu. Et je vous fais référence là, au domaine de la santé en majorité, là, devenir audiologiste, médecin, psychoéducateur, non pas psychoéducateur, mais tout le domaine de la santé, là, je ne les ai pas à l'idée, là, mais vous voyez. Travail social, c'est un baccalauréat. Ça peut être une maîtrise aussi, éventuellement un doctorat, mais fondamentalement un baccalauréat. Criminologie, ça peut être un bac en enseignement qui est de 4 ans. On en a besoin présentement. Pour devenir ingénieur, c'est 4 ans. Les bacs en administration, nutrition, etc. On se conduit vers le 2e cycle au niveau de la maîtrise, qui est d'une durée de 2 ans. Certains métiers vont exiger d'avoir une maîtrise. Pour devenir orthophoniste, ça prend une maîtrise. Pour faire conseiller en orientation, architecte, psychoéducateur. Puis, il y a le 3e cycle de l'université. On a 3 ans pour le doctorat. Pour être psychologue, ça prend un doctorat. Tout ce qui est dans l'univers de la recherche, on a besoin d'aller chercher un doctorat. Voilà, c'est terminé pour moi, le système scolaire québécois. J'invite ma collègue, Claudette Dion, qui va vous parler davantage de la formation professionnelle. Bonsoir, merci d'être aussi présent avec nous ce soir. Alors, je poursuis, on en a parlé un peu, mais je vais revenir sur certains points. Alors, les formations DEP, diplôme d'études professionnelles, on peut en compter 150 dans 21 secteurs d'emploi. Donc, c'est très diversifié. La durée, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, la durée varie de 6 mois minimum, c'est vraiment la plus courte formation, et un maximum de 2 ans. Donc, ça permet à votre jeune, évidemment, d'aller sur le marché du travail rapidement. S'il veut, il peut aussi, on l'a mentionné, une attestation de spécialisation dans un domaine relié à son DEP. Maintenant,
Au niveau des matières, on l'a dit, les préalables pour aller en formation professionnelle, c'est toujours les matières de base, donc français, anglais et mathématiques. C'est sûr que c'est plus gagnant de réussir un minimum au niveau du français 4, anglais 4 et maths de 4, parce que ça permet à votre jeune d'avoir accès à la grande majorité des DEP. Par la suite, on peut évidemment poursuivre au cégep. Le DEP, ce n'est pas une fin en soi. C'est important parce que souvent, les jeunes vont décider de faire un DEP pour explorer un domaine du marché du travail et par la suite veulent se perfectionner. Donc, le DEP, oui, ça permet d'aller sur le marché du travail, mais ça permet aussi, vous allez voir tantôt, d'accéder au cégep. C'est une formation concrète. Donc, si vous avez un jeune qui aime ça apprendre en le faisant, qui aime ça toucher, qui aime ça expérimenter des choses très concrètes, le DEP, c'est parfait. Il y a aussi des cours théoriques, évidemment. Et la grosse différence avec la formation collégiale, c'est qu'il n'y a pas de cours obligatoires. Donc, il y a des cours seulement reliés au DEP, au métier. Il n'y a pas de cours de français, anglais ou mathématiques qui sont imposés. Pour obtenir le diplôme d'études professionnelles, l'élève doit réussir toutes les compétences et sur le bulletin, si on veut, sur le relevé du ministère, l'élève va constater que pour chaque compétence, c'est réussite ou échec. S'il y a échec, évidemment, il devra reprendre cette compétence. Elle favorise, comme on disait tantôt, le DEP, les acquisitions pour accéder rapidement au marché du travail. Et si on veut, on peut évidemment continuer au cégep. Donc, c'est un mélange de théorique, mais aussi d'habileté manuelle et c'est vraiment pratique, surtout pour un élève qui aime ça, comme je disais tantôt, apprendre de façon concrète. Ici, on vous a mis quelques statistiques parce que souvent, comme on dit, ça reste un petit peu… Des fois, les gens se demandent est-ce que c'est payant ou pas de faire un DEP. Donc, on vous a mis… pas tous les DEP. Il y a des sites où vous pouvez vérifier le salaire. Plomberie, comme on sait, faire venir un plombier à la maison, ce n'est pas donné. Donc, c'est 19 $ de l'heure minimum jusqu'à 40 $. Mécanique, 15 $ minimum jusqu'à 33 et ça dépend évidemment de l'expérience. Et soutien informatique est un DEP de plus en plus en demande et heureusement, les jeunes sont vraiment intéressés par ce DEP-là et ça offre de belles possibilités. Si votre jeune a quitté le secondaire 4 pour aller vers un DEP, il y a toujours possibilité par la suite d'aller chercher son diplôme d'études secondaires. Alors, ce qu'il devra faire une fois le DEP réussi, il aura tout simplement, s'il n'a pas fait français de 5 et anglais de 5 et ou mathématiques de 4, le faire à l'éducation des adultes. S'il l'a déjà fait au secteur des jeunes, il aura tout simplement à faire un cours à l'éducation des adultes et oui, ça va déclencher le diplôme d'études secondaires adultes qui équivaut à la même chose qu'un diplôme d'études secondaires jeunes. Ça vaut exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on fait après le DEP? On peut accéder rapidement au marché du travail et on le sait, les DEP sont en demande de plus en plus. Les retraites, on a besoin quand même beaucoup de gens spécialisés dans ces métiers-là. On peut par la suite se spécialiser dans un ASP. On peut, si on veut, comme on l'a dit tantôt, se diriger vers les études collégiales. Certains DEP, on peut partir notre entreprise. On en connaît tous dans le domaine de la construction. Ou si on veut aller chercher des préalables comme des maths ou des sciences enrichies, on peut poursuivre à l'éducation des adultes. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une fin en soi. Mais ça permet à plusieurs jeunes de débuter, je dirais, une carrière et aussi de voir ses intérêts pour un domaine d'emploi. Vous avez pour terminer 2 sites. Inforoute qui vous permet d'explorer tous les DEP à travers la province de Québec et Ma carrière se dessine, les beaux DEP que nous offrons au Centre de services scolaires de Laval. Alors, sur ce, je vous laisse avec ma collègue pour ce qui est du cégep.
Alors, bonjour à tous. On va continuer avec l'admission au collégial. Donc, cette année, étant donné la situation qu'on connaît, j'imagine que vous vous inquiétez un petit peu à savoir c'est quoi qui va être pris en compte pour les admissions collégiales. C'est toujours évidemment la qualité du dossier académique. Donc, je vais en parler, mais il y a certains cégeps qui ont des attentes plus élevées. Plus les cégeps sont populaires, plus il y a de dossiers, ce qui signifie que ils peuvent se permettre de prendre des dossiers académiques qui sont meilleurs que d'autres. Donc, ce n'est pas nécessairement que le cégep est meilleur, ça veut simplement dire qu'ils ont une plus grande affluence là, au niveau des demandes d'admission. Donc, pour cette année, au niveau des conditions d'admission, comme l'année passée, au fond, c'est que c'est 50 du secondaire 4 qui est pris en compte et 50 de secondaire 5. Cette année, ce sera les 2 premiers bulletins uniquement de secondaire 4, alors que normalement, c'était secondaire 4 au complet. Et pour la 5e secondaire, comme vous le savez probablement, là, il y a un bulletin seulement qui sera pris en compte, mais qui est échelonné du début de l'année jusqu'au mois de janvier. Donc, il y aura quand même assez le temps d'avoir des examens, d'avoir des travaux à remettre s'il y a quoi que ce soit pour pouvoir améliorer leur dossier. C'est à hauteur d'environ 50 le secondaire 4, 50 le secondaire 5. Ça fonctionnait sensiblement la même chose l'année passée, mais cette année, au lieu de regarder secondaire 4 au complet, regarde seulement les 2 premières étapes de secondaire 4. Pour les programmes, donc, je vais en discuter avec vous, mais il y a des préalables spécifiques qui sont exigés pour certains programmes. Beaucoup étant ceux qui étaient simplement le diplôme d'études secondaires, mais parfois des sciences enrichies secondaire 4, des mathématiques enrichies secondaire 4 ou 5, et les maths TS ou SN sont de niveau équivalent, ce qui signifie que vous pouvez rentrer dans tous les programmes qui exigent des mathématiques enrichies avec TS ou SN, c'est la même chose. Aussi, chimie physique de secondaire 5 peuvent être exigés dans certains programmes. Au niveau du contingentement, donc comme je disais tantôt, il y a des programmes il y en a qui sont plus populaires que d'autres. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui s'inscrivent, malgré le fait qu'il n'y a pas nécessairement assez de place pour tout le monde. Donc, ce qui fait en sorte que les cégeps peuvent admettre des gens avec les meilleurs dossiers. Ce n'est jamais une pige au hasard. Alors, je vous donne quelques exemples. Technique policière, les derniers admis étaient toujours dans les 80 % et plus. Donc, quelqu'un qui aurait, par exemple, une moyenne aux alentours de 72 %, il décide de s'inscrire tout de même à la technique policière, c'est qu'il se met dans une situation de refus automatique. Là. Ça ne s'est pas vu depuis maintes années qu'en technique policière, on entrait avec des moyennes de 70 et 70, 78, c'est toujours 80 et plus. Alors, c'est le genre d'informations qu'il faut connaître avant de faire sa demande d'admission pour ne pas se mettre dans une situation d'échec et manquer son premier tour. Sciences nature à Dawson, le dernier admis était 88 %, donc super élevé. À Montréal, là, près de Laval, il y a Dawson et Vanier qui sont des cégeps anglophones, puis on sait l'intérêt de nos jeunes pour les études plus en anglais. Comme il y a peu de cégeps, il y a beaucoup de demandes. Alors encore là, les cégeps peuvent se permettre de prendre des élèves avec les meilleurs dossiers académiques. En ce qui concerne, par exemple, l'animation 3D synthèse d'images, il y a eu 157 demandes et il y a eu 57 admis. Donc, oui, les notes, mais ce n'est pas dans les 85, comme par exemple les sciences nature à Dawson, mais il y a un test de dessin. Donc, quand il y a beaucoup de monde comme ça, ils peuvent faire des tests ou passer des entrevues pour déterminer qui entre, qui n'entre pas. Technique de physiothérapie, moyenne autour de 80 aussi. Donc, plusieurs programmes au niveau des techniques en santé sont contingentés. Au niveau des moyennes sciences nature pour Montmorency, il y a 2 ans, on était dans les 80 %, l'année dernière, 78 %. Évidemment, on ne peut pas savoir exactement là, à quel moment, c'est quoi les notes des derniers années, mais on se fie toujours un petit peu aux années qui précèdent et ça nous donne quand même une bonne indication. Donc, des programmes en santé, souvent très contingentés, les programmes animation 3D, dessin animé, des choses comme ça aussi sont très en demande. Donc, il faut vraiment là, que le jeune consulte peut-être une conseillère d'orientation à savoir est-ce que j'ai la moyenne pour être admis dans ce programme-là.
Au niveau de l'admission, une date à retenir, donc la date limite, 1er mars 2021, c'est une demande Internet qui se fait par Internet seulement. C'est une demande Internet qui se fait par Internet, oui. Donc, dans notre temps, c'était papier. Maintenant, ce n'est qu'Internet. C'est un questionnaire là, qui prend une quinzaine de minutes à remplir, vraiment pas compliqué. Il vous demande, là, la première question, là, dans le fond, en fait, vous ouvrez un compte, première question, quel cégep vous voulez aller? Deuxième bande défilante, quel programme? Et là, à ce moment-là, quand vous avez choisi un cégep, les programmes qui ne font pas partie de ce cégep-là s'éliminent. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper à ce niveau-là. Ensuite, c'est des questions d'usage, le nom du jeune, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, code permanent, nom des parents, est-ce qu'il est déjà allé aux adultes, est-ce qu'il est déjà allé au cégep, à l'université, etc. C'est 30 $. Donc, si premier, deuxième, troisième tour, on paye 30 $ juste une fois. Ensuite, envoyer. Si le jeune est né au Québec, il n'y a pas de certificat de naissance à envoyer et c'est nous qui envoyons tous les bulletins secondaire 4, secondaire 5 pour que le SRAM puisse les consulter. Si le jeune n'est pas né ici, tout dépendant de ses réponses, quel pays, quelle ville il est né, ils vont lui demander les documents qui se réfèrent à lui. Là, ça peut être certificat de naissance, carte de citoyenneté, résident permanent, etc., tout dépendant de ses réponses. Donc, le principe des 3 tours, c'est en fait, le premier tour, il y a de la place partout. Vous allez sur le site Internet du SRAM et vous allez pouvoir voir s'il y a beaucoup de place au cégep ou s'il y a un petit peu de place. S'il est contingenté. Si c'est un triangle noir, c'est contingenté. Si c'est un carré vert, c'est qu'il y a beaucoup de place, suffisamment de place normalement pour tout le monde. 1er mars, on commence mi-janvier. 1er mars, la demande doit être envoyée et payée. Le SRAM prend environ 1 mois pour évaluer le tout, envoyer les dossiers dans les cégeps. Le cégep accepte le jeune ou le refuse et ensuite, il va avoir début avril là, sa réponse s'il est admis ou pas. S'il est admis, dans ce temps-là, il faut s'inscrire au cégep. Donc, le cégep va lui dire, par exemple, on paye les frais d'inscription, faire un test d'anglais en ligne, choisir un cours au choix, un cours d'éducation physique, peu importe, là, il doit suivre les consignes à la lettre. S'il est refusé, le SRAM publie sur son site Internet le même tableau du départ, mais là, il y a des ronds rouges qui vont apparaître pour dire qu'il n'y a plus de place. Ça veut dire qu'il ne peut plus s'inscrire là-dedans. Il va encore avoir des places, des cégeps où il y a beaucoup de place, des cégeps où il y a un peu de place et des cégeps où il n'y a plus de place. Il faut être stratégique. Est-ce que je change de programme? Pour quelle raison j'ai été refusée? Est-ce que je garde le même programme? Je prends un autre cégep? Bref, toutes les possibilités sont là. Mi-avril, deuxième tour. Deuxième tour, début mai, il va avoir sa réponse à savoir est-ce que je suis admis ou refusé. Si je suis refusé, j'ai encore la possibilité de m'inscrire au troisième tour. Si je suis acceptée, je rentre en même temps que tout le monde, là, fin août, début septembre. Même principe, troisième tour que le deuxième. Et ensuite, il a sa réponse. Si jamais il est refusé aux 3 tours, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, ça ne regarde pas super bien, mais il peut y avoir des tours, un genre de 4e tour où certains cégeps publient dans quel programme il leur reste de la place, mais il n'en reste pas tant que ça, là, souvent. Une seule demande, un seul programme, un seul cégep du SRAM. Toutefois, l'élève peut faire plus qu'une demande d'admission si les cégeps sont éloignés ou ne font pas partie du SRAM. Donc, le SRAM, c'est Montréal métropolitain. Alors, Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal. Vous avez le SRAC qui est plus dans le bout de Québec. Vous avez le SRAS-L qui est Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, si par exemple, je veux faire la technique comme pilote d'avion, est donnée par le SRAS. Alors, je peux faire une demande là, mais je peux aussi faire une demande, par exemple, à Montmorency, au cas où je sois refusée, étant donné que c'est une technique qui est super contingentée. Je peux faire une demande à Vanier, qui fait partie du SRAM, et à Dawson, qui sont 2 cégeps anglophones. Je peux tenter ma chance dans les 2 places, étant donné qu'il y en a un qui ne fait pas partie du SRAM. Il n'est pas privé, Dawson, il est juste indépendant. Et finalement, on peut s'inscrire dans autant de cégeps privés qu'on veut, là, comme André Grasset, La Salle, Brébeuf, Técart, etc. Cégep privé, dans le fond, c'est au niveau des coûts.
il faut se renseigner parce que parfois, il y a des programmes montage vidéo, sonorisation ou des trucs comme ça qui peuvent coûter là, jusqu'à 10 000 $ pour une année d'études. Donc, il faut prendre ces renseignements avant de s'inscrire dans ces institutions-là. Maintenant, quelques statistiques. Donc, pour ceux qui ont fait une démarche complète, 95 % ont été admis. Donc, une démarche complète, c'est soit au premier, deuxième, troisième tour. Donc, 95 % des candidats ont été admis. Alors, c'est une bonne nouvelle. La plupart des gens qui s'inscrivent au cégep finissent par rentrer dans un programme, peut-être pas celui qu'ils veulent, mais au moins, ils peuvent commencer le programme, commencer, par exemple, des cours de base et avancer comme ça tranquillement. La proportion des admis dans un secteur technique est de 45,9 %. Donc, on est presque à égalité entre la technique et le prix universitaire qui se situe à 54,1 %. 43 % des gens qui font une demande d'admission sont des garçons, tandis que 57 % sont des filles, donc un petit peu plus de filles au cégep que de garçons. Et dans l'ensemble des établissements collégiaux au Québec, on comptait l'année dernière 182 645 étudiants inscrits à l'enseignement régulier. Il y a une différence, l'enseignement régulier qui est comme 2 jours, temps plein, préuniversitaire ou technique. L'enseignement de formation continue qu'on appelle, c'est des attestations d'études collégiales. Donc, ce n'est pas pour les étudiants du secondaire 5. Mais si votre jeune décide d'aller travailler durant une année, veut retourner à l'école, mais veut faire une formation technique moins de 3 ans, il y a des attestations d'études collégiales qui peuvent exister pour eux, étant donné qu'ils sont considérés comme étant adultes par la suite. Le candidat est responsable de sa démarche d'admission, évidemment. Ce n'est pas aux parents à prendre toutes les responsabilités de tout ça. La seule stratégie valable pour augmenter ses chances d'être accepté au cégep, c'est vraiment de fournir un effort soutenu et constant dans ses études. Il n'y a pas de stratégie gagnante à chaque fois. Ce qu'ils regardent, c'est les notes. Est-ce qu'ils ont les préalables? Est-ce qu'ils ont des bonnes notes? Il y a des stratégies dans le sens, il y a des cégeps, par exemple, qui sont plus faciles d'accès si ils sont plus en région ou des choses comme ça. Par exemple, technique policière ultra contingentée. Mais par contre, au deuxième tour, il reste toujours de la place normalement en Abitibi-Témiscamingue. Donc, quelqu'un qui veut être vraiment policier pourrait se rendre aussi loin que ça pour pouvoir avoir accès à la formation. Gérer le passage du secondaire au collégial, on sait, sans être un choc en tant que tel, il y a des différences. Le collégial, beaucoup plus de liberté, il n'y a plus de cloches, nos amis ne vont pas en classe tout le temps en même temps que nous. Des fois, ils restent à la cafétéria, puis ça peut être tentant de rester avec eux. Les professeurs vous téléphoneront plus quand il va se passer, quand les notes vont baisser ou quand il va s'absenter. C'est vraiment le jeune qui doit prendre ses études en main et non plus d'appels aux parents si on s'absente ou des choses comme ça. Les professeurs n'écrivent pas toujours toutes les notes textuellement au tableau que les élèves doivent prendre, ont développé de l'autonomie. Donc, selon une étude du Conseil des collèges, il y a 2 obstacles qui sont observés entre le secondaire et le collégial. Premièrement, c'est une méconnaissance des conditions des exigences, une méconnaissance des conditions et des exigences des études collégiales de la part des nouveaux étudiants. Ça constitue une importante cause d'échec. Une session au cégep, ça dure 15 semaines, ça va vite. Les travaux viennent vite, les examens viennent vite. Si on prend ça relax 3-4 semaines, là, on a manqué beaucoup de chances d'augmenter ses notes et d'avoir compris la matière là, qui se déroule sur seulement 15 semaines versus une année au complet. Tout nouvel étudiant doit apprivoiser dès le premier jour ce nouveau contexte de liberté, une nouvelle autonomie et surtout pas sous-estimer la somme de travail personnel exigée. Si dans certains prospectus, il est inscrit, par exemple, qu'il y a 2 heures de théorie, un laboratoire d'1 heure et 3 heures de devoirs. Donc, il ne faut pas sous-estimer le fait que il y a quand même pas mal de devoirs à faire au cégep. Là, même, on se dit, je suis en sciences humaines, ça va bien aller, c'est plus facile que sciences nature, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire là, dans tous les programmes. Et aussi les difficultés liées à l'orientation scolaire qui causent des changements de programme, l'allongement des études. Une étude avait démontré que 40 % des élèves pouvaient avoir envie ou de changer de programme, changer de cégep ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment prendre connaissance des orientations, des contenus de son programme dès les premières semaines de cours. Évidemment, là, il y a
des périodes des inscriptions sans mention d'échec ou remboursement ou des choses comme ça. Donc, au cégep, il faut vraiment être à l'affût de tout ça. Et évidemment, si votre jeune a un plan d'intervention, ça, c'est lui-même encore là qui doit l'apporter à un aide pédagogique individuel au service d'aide pour qu'il puisse avoir les mêmes avantages, disons, qui lui étaient alloués au secondaire. Là, personne ne sait s'il y a un plan d'intervention ou pas, s'il en parle à personne. Donc, il faut vraiment le faire là, avant le début des classes là, pour ceux qui ont un plan d'intervention. Quand un changement survient dans la vie, c'est possible de se sentir inquiet et stressé et c'est tout à fait normal. Comme je disais tantôt, au niveau du cégep, il y a beaucoup d'aide aussi, aide au niveau des devoirs, au niveau des cours, des centres d'aide en français, en philo, en maths. Il y a du tutorat par les pairs, du mentorat. Il y a aussi de l'aide psychosociale. Il y a des psychologues, des infirmiers, des travailleurs sociaux. Des fois, il y a même des médecins dans certains cégeps. Donc, quand le stress monte, il faut vraiment aller chercher de l'aide parce que, comme je disais tantôt, 15 semaines, ça passe vite. Et si on manque le bateau à la première session, bien, c'est sûr que la cotère ne sera pas extraordinaire pour rentrer dans les programmes qui sont plus contingentés à l'université. Site Internet que vous allez pouvoir aller chercher sur le PowerPoint qu'on va vous laisser de Sonia Lupien. Donc, très intéressant de démystifier le stress chez les adolescents, l'anxiété de performance chez les enfants et adolescents. Il faut se rappeler qu'on a tous vécu des transitions, qu'on va en vivre d'autres. Donc, il faut avoir confiance. En tout cas, beaucoup de monde sont passés par le cégep. Tout le monde s'en est sorti. Il faut avoir confiance et gérer là, le stress du changement, mais surtout aller chercher de l'aide si jamais cela se produit. En conclusion, donc, le meilleur gage de succès aux études collégiales, bien choisir son programme et son cégep. Des fois, on dit, bon, mais je ne sais pas quoi faire, je vais m'en aller en sciences nature. Ce n'est pas la solution idéale, étant donné que finalement, on hésitait entre psycho et droit, puis finalement, on a fait sciences nature. Les cours risquent de nous intéresser quand même pas mal moins. Les notes vont en souffrir. S'il y a un changement de programme, ça se peut que notre collégial s'allonge. Donc, il faut vraiment faire un bon choix de programme. Non plus, c'est sûr que des fois, vous allez entendre parler de certains cégeps qui disent « Ah, chez nous, ils réussissent à avoir une meilleure cotère, blablabla. » Là, ça ne donne rien de se rendre à 1h30 de trafic matin et soir pour pouvoir aller dans un cégep qui est soi-disant côté fort ou parce qu'on veut suivre nos amis. Là, ça ne donne rien d'aller hyper loin. Là. Réussir les cours préalables au secondaire, évidemment, c'est une exigence, mais si je rentre, par exemple, je reviens avec l'exemple de sciences nature, je rentre en sciences nature, mais j'avais des notes super faibles au secondaire, techniquement, ça ne va pas nécessairement s'améliorer au niveau du cégep. Si je n'ai pas tant compris ce qui se passait au secondaire, je ne comprendrai pas tant ce qui va se passer au cégep. Alors, on essaie d'être conséquent dans ses choix. Et évidemment, fournir un effort soutenu et constant dans ses études, c'est vraiment là, la clé de tout. 2 points d'information concernant les cégeps. Vous aurez l'occasion lors d'un infoprogramme en virtuel, évidemment, le 8, 9, 10 décembre. Il y aura la présentation de certains cégeps et de la formation professionnelle. Donc, vous voyez ici, sont inscrits là, ANSIC, Bois-de-Boulogne, Lionel Groux, l'École nationale d'aérotechnique, l'AFP de Laval, Marie-Victorin, Montmorency, Rosemont, Saint-Jérôme, Saint-Laurent, Vanier, Vieux-Montréal. Et vous allez recevoir un tableau qui mentionne le numéro des salles Zoom, l'heure de présentation, et les cégeps vont vous donner de l'information concernant leur programme, concernant leur service d'aide, les sports, est-ce qu'ils ont des résidences, les différentes techniques qu'ils ont, etc. Donc, vous pourrez, du 8 au 10 décembre, vous connecter à cette 1 ou 2, 3 même soirées d'information pour entendre parler et aussi visite virtuelle des cégeps qui sont annoncés ici. Et autre conférence virtuelle, toujours en Zoom, jeudi le 14 janvier, il y aura une soirée d'information qui portera sur les admissions en FP et au cégep. À ce moment-là, on pourra vous présenter, là, faire une démonstration des des 2 sites Internet, le SRAFP et le SRAM, faire une démonstration sur le comment s'inscrire au cégep. Donc, ce sera là, une présentation qui sera vraiment concrète en lien avec l'inscription.
Alors, maintenant, je laisse la parole à Judith qui va vous entretenir sur comment aider son enfant à s'orienter. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Mon nom est Judith Perron. Je suis la conseillère d'orientation à l'École Saint-Maxime. Donc, ma partie, c'est ma partie préférée, bien entendu, comment aider son enfant à s'orienter pour être moi-même la mère de 2 adolescents, donc un garçon de secondaire 5 et une fille de secondaire 3. Donc, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. Voilà. Donc, en tant que parent, dans le fond, c'est un processus qui est normal puis qui prend du temps. Donc, souvent, on arrive en secondaire 5, les parents, puis on se dit, ben là, il va falloir que tu décides qu'est-ce que tu veux faire, là. Tu sais, tu avais 3, 4 ans pour y penser, tu n'as rien fait. Là, il va falloir que tu décides, puis c'est à soi que ça se passe. Hein? On s'entend en tant que parents, des fois, on leur demande, puis là, eux autres n'étaient vraiment pas dans le processus ce soir, dimanche soir, de penser à ça. Puis, c'est les adolescents, ça leur tente quand ça leur tente, mais quand ça ne leur tente pas, ça ne leur tente pas non plus. Hein? Vous savez ça. Donc, il est vraiment recommandé de les encourager en lien avec leurs intérêts, leurs aptitudes, leurs valeurs. Dans le fond, c'est quoi? C'est quoi tes intérêts? C'est quoi tes aptitudes? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi ta personnalité? Donc, vous les connaissez mieux que personne, tu sais. Donc, dans le fond, vous avez déjà une bonne idée de qu'est-ce qu'ils sont, de qu'est-ce qu'ils aiment, tout ça. Donc, ça, c'est intéressant pour vous. Donc, pour cela, ben, il faut aussi donner la chance d'expérimenter des expériences. OK? Donc, c'est sûr que s'ils sont à la maison, ben, quand on fait de la cuisine, quand on fait ça, est-ce que tu as aimé ça? Quand on fait une activité, bon, c'est sûr que là, en période de COVID, hein, les activités sont plus limitées. Mais qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Tout ça. Donc, en lien avec les intérêts. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc, peur de se tromper et peur d'être incompris. OK? Donc, ça, c'est vraiment des craintes souvent nommées dans nos bureaux en tant que conseillère d'orientation qu'on a soulevées et c'est souvent les mêmes d'une année à l'autre. Ça fait plusieurs années que je fais cette profession-là dans les écoles secondaires. Donc, je choisis pour la vie. Donc, les élèves ont toujours peur. Mon Dieu, si je me trompe. OK? Si je vous dis à vous, en tant que parent, est-ce qu'à 15-16 ans, vous faites le même métier ou la même profession que vous vouliez faire à 15-16 ans? Vous allez probablement tous me dire non. Ou peut-être qu'il y en a qui l'ont fait puis qui ont changé de carrière aussi. Donc, l'idée de faire un mauvais choix, bien, on fait un choix qui va nous amener à faire autre chose aussi. Donc, si vous n'aviez pas fait ce choix-là, ça ne vous aurait pas amené à cet autre choix-là. Il y a des choix. Dans le fond, il y a trop de choix. Puis je ne connais même pas qu'est-ce qui existe, puis je ne me connais pas non plus. Donc, dans le fond, ça, c'est quelque chose qu'on attend aussi. Puis, dans nos bureaux, bien, on travaille aussi avec les élèves pour qu'ils se connaissent un petit peu plus. OK? Donc, il faut qu'ils vivent aussi des expériences pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Des fois, on peut y aller aussi par élimination. Donc, OK, tu ne sais pas ce que tu aimes, mais est-ce que tu sais qu'est-ce que tu n'aimes pas? Donc, ça peut être quelque chose aussi. Le 1er mars arrive si vite. Donc, effectivement, hein, on ne se cachera pas que dès le mois de décembre, bien, le 1er mars, là, c'est le temps des fêtes, puis il faut qu'ils fassent la demande avant le 1er mars. Ce n'est pas premier arrivé, premier servi, donc ils ont jusqu'au 1er mars pour le faire de toute façon. Donc, mais ça arrive vite. J'ai peur de parler à mes parents de ce que je vis, de mes choix. Ça, on l'entend souvent. J'ai des élèves aussi qui pleurent dans mon bureau parce qu'ils ne veulent pas en parler avec leurs parents, parce que leur père, leur mère voudraient qu'ils fassent telle chose. Hein, des fois, on voit ça dans les films, mais ce n'est pas juste dans les films, c'est dans nos bureaux aussi. Donc, ça aussi, ça en fait partie. Vont-ils être en accord et m'encourager? OK? Bien, on l'espère parce que, dans le fond, ça, c'est aussi notre crainte. J'ai peur de m'éloigner de mes amis, de mes proches, de mon chum, de ma blonde. Donc, dans le fond, ça aussi, on l'entend. Il y a des gens qui disent, ben moi, mon chum, ma blonde, mes amis vont à telle place, je vais aller à telle place aussi. Donc, ça, c'est d'autres craintes. Tu sais, le regard des parents et des proches prend beaucoup d'importance pour les jeunes à cette étape de leur vie qui est leur choix professionnel, donc la décision de leur choix professionnel. Trop de possibilités, l'indécision. Ils ont des millions. Tu sais, dans le fond, tantôt, Nancy en a parlé, il y a la formation professionnelle, la formation technique, la formation universitaire, spécialisée, semi-spécialisée. Le cégep, on peut faire un DEC en danse, on peut aller en droit, on peut faire une technique. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, en choisir une, c'est d'éliminer toutes les autres. Donc, c'est difficile aussi. C'est difficile pour un jeune de se retrouver dans cette information-là aussi. Puis, quand on parle d'indécision vocationnelle, bien, c'est le lot d'une majorité d'étudiants. Dans le fond, l'indécision vocationnelle désigne l'incapacité du jeune à faire un choix en matière de formation ou d'emploi quand celui-ci s'avère nécessaire. Donc, dans le fond, ce n'est pas qu'il y a de la difficulté à faire un choix, c'est qu'il n'y a pas le goût de le faire dans le moment qui lui est prescrit. Donc, par exemple, en secondaire 5, avant le 1er mars, tu dois faire ton choix.
Donc, c'est ça qui est souvent une difficulté. Lors d'un processus, dans le fond, tolérer l'incertitude, hein? Parce que lors d'un processus d'orientation, il est normal et sain que le jeune change d'idée, okay? Qu'il explore des domaines totalement l'opposé, les uns des autres, qu'ils veulent être médecin un jour et rockstar le lendemain. Fois, je parle avec les directions, puis là, il me dit, l'élève m'a dit qu'il voulait faire telle chose. Mais des fois, nous, pour vous, ça ne semble pas dans le même domaine, mais pour nous, c'est dans le même domaine pour différentes raisons. Donc, on est capable de faire ces liens-là. On a la formation spécifique en lien avec tout ce qui est l'employabilité, donc le marché du travail, les formations, etc. Cette exploration l'aide à mieux se connaître et à lui faire aussi découvrir un monde de possibilités. Oui, il va en découvrir aussi d'autres, mais il va pouvoir plus, dans le fond, travailler sur ce qu'il veut faire ou ce qu'il ne veut pas faire. Votre rôle consiste simplement à l'accompagner dans cette exploration, démontrer de l'intérêt, à tenter de comprendre les raisons qui motivent ses choix. Donc, je donne souvent cet exemple-là parce que ça m'est arrivé. Donc, un élève qui vient dans mon bureau, puis on regarde différentes possibilités, puis à un moment donné, il me pose la question, qu'est-ce qu'un thanatologue? Donc, un thanatologue, c'est quelqu'un qui travaille dans les services, dans les centres funéraires. Donc, on prépare les corps, on incinère, tout ça, donc pour les décès, etc. Et cet élève-là est arrivé chez eux le soir. Ses parents, ça faisait un petit bout qui le harcelait un peu pour lui demander qu'est-ce que tu veux faire, et il lui a dit thanatologue. Bien entendu, les parents outrés, paniqués, ça n'a pas d'allure, papa. À la place, dans un moment comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? C'est dire, ah oui, tu veux faire ça? Qu'est-ce qui motive ton choix? Pourquoi tu veux faire ça? Donc, si le parent avait fait ça au lieu de paniquer, puis là, c'est sûr que l'élève, bien entendu, a trouvé ça très, très drôle. Donc, il a fait un peu réagir ses parents. C'est ce qu'il voulait faire un peu aussi. Donc, bien entendu, le lendemain, j'avais un magnifique téléphone qui me disait, comment ça, vous avez dit à mon fils d'aller thanatologue. Je ne lui ai jamais dit ça et on ne dit jamais aux élèves non plus, tu devrais faire ça ou ça. On conseille, on parle des possibilités qu'il y a, mais jamais qu'on va dire, tu vas faire ça. Donc, j'ai expliqué un petit peu le topo. Donc là, bien entendu, quand j'ai rencontré l'élève dans le corridor, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit à tes parents? Donc là, il trouvait ça très drôle. Il dit, hey, ils ont capoté, c'était drôle. Ben, c'est ça. Donc, c'était un petit peu moins drôle avec ils m'ont téléphoné. Donc, c'est des petites choses comme ça, d'essayer de comprendre la raison. Donc là, ça, c'est une anecdote. Ben, c'est arrivé pour vrai, mais c'est une anecdote pour montrer que si le parent aurait plus posé de questions, on aurait plus pu savoir. Donc, on aurait pu comprendre que cette fois-ci, l'élève n'était pas prêt du tout à faire un choix, puis il était en exploration. Et à ce moment-là, il aurait peut-être pu sortir d'autres choses aussi qu'on avait parlé ensemble. Voilà. Ça complète dans le travail et dans la vie. OK? Je veux faire ce que j'aime. Une majorité des jeunes ont des souhaits précis, mais ont parfois de la difficulté à les nommer. Faire ce qu'ils aiment et trouver un travail qui leur ressemble est l'un des souhaits les plus verbalisés. OK? C'est ce qui veut dire que on veut faire quelque chose qu'on aime. Donc, vous-même, si vous êtes sur le marché du travail, puis vous aimez ce que vous faites, bien, moi, je dis tout le temps, on ne va pas travailler, on va faire du loisir, on va s'amuser quand on aime notre travail. Si ce n'est pas le cas, bien, à ce moment-là, c'est difficile pour nous, mais c'est difficile pour ceux qui travaillent avec nous, qui nous voient à chaque jour, qui n'aiment pas le travail. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire ce qu'ils ont le goût de faire. Voilà. Un choix pour la vie, bien, ça, c'est une croyance populaire aussi. C'est une grande source d'anxiété. Ça met de la pression sur les épaules puis sur les vôtres aussi, parce que moi, le nombre de parents qui me disent, là, ça n'a pas de bon sens, demander à un enfant de 15 ans de choisir pour la vie. On ne lui demande pas ça. On lui demande de faire un choix de cours comme il a toujours fait de secondaire 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5, puis au cégep. Puis peut-être qu'il va changer de programme, mais peut-être pas. Puis c'est sûr que, on va en parler tantôt, les sciences de la nature, les sciences humaines, c'est deux programmes complètement différents. Les techniques, c'est autre chose. Tout ça, c'est plus précis. Mais dans le fond, il ne faut pas voir ça pour la vie, il faut voir ça pour un cheminement. Donc, on chemine, on fait quelque chose qui va nous amener ailleurs. Tant au cégep qu'à l'université qu'au travail, il faut choisir en différentes spécialités ou perfectionnement. Il faut accepter ces expériences aussi. Il y aura toujours des choix à faire et rarement des réponses claires qui vont vous arriver. Oui, il y en a qui le savent, il y en a pour qui avait une moyenne générale de 95-98% depuis qu'ils sont jeunes, qui ont de la facilité à l'école, que leur père ou leur mère était médecin puis qui veulent continuer à s'en aller dans la médecine parce que c'est inné pour eux, tout ça. Mais c'est assez rare, ces gens-là. OK? Donc, mais il y en a quand même. Mais c'est très rare. Donc, ce n'est pas le bon choix. Donc, comme j'en ai parlé tantôt aussi, bien, il n'y a pas de recette miracle. Votre jeune a besoin de vivre des expériences à partir desquelles il pourra découvrir ses champs d'intérêt, ses aptitudes. Donc, les intérêts, qu'est-ce que j'aime, aptitudes, dans quoi je suis capable, je suis bon, mes traits de personnalité, ma personnalité. Est-ce que je vais être capable de travailler en soins infirmiers? Est-ce que je vais être capable de travailler puis m'occuper de quelqu'un qui est malade, qui souffre, donc ça, c'est toutes des questions à se poser aussi.
Il doit choisir les sciences et la santé, c'est mieux. Donc, c'est sûr que quand on regarde au niveau de la santé, donc les sciences et la santé, on se fait souvent dire que ça ouvre toutes les portes. Mais je peux vous dire que ça les ferme toutes aussi si notre moyenne générale est trop faible. Donc, les sciences de la nature, encore là, si on s'en va en sciences de la nature, puis on ne réussit pas au cégep, on a des notes qui sont basses, on va avoir de la difficulté à rentrer à l'université par la suite. Donc, c'est sûr que choisir la chimie, la physique, les maths SN de 5, on les voit au mois de novembre, tous les élèves qui ont de la difficulté, ne sont pas capables de suivre. Donc là, ils ont des moyennes générales, ça fait baisser énormément leur moyenne générale, ils ne peuvent pas rentrer dans des programmes. J'ai une élève, moi, qui pleurait, ses parents voulaient absolument qu'elle apprenne la science, elle n'aimait pas ça. Sa moyenne générale a baissé énormément à cause de ses sciences, de ses mathématiques, et ça va compromettre peut-être son admission en technique policière, parce que technique policière ne demande pas de chimie, de physique, de maths fortes. Donc, on est là-dedans, ça se pourrait qu'elle ne puisse pas rentrer dû à ses faibles résultats dans ces matières. Donc, voilà. Donc, des fois, il faut y aller vraiment avec les aspirations, puis dans qu'est-ce qu'on va être heureux, bien entendu aussi. Puis comme je vous dis, ça ouvre les portes, mais ça peut les fermer si les notes sont basses. Voilà. Respecter ses choix. Donc ça, c'est important dans le fond. Toutefois, bien des parents aimeraient que le jeune réalise un rêve qui n'est pas nécessairement le leur. Donc ça, on en voit souvent. Moi, j'ai pas fait ça. Avoir su, je regrette de pas avoir fait ça. Je veux pas qu'il fasse la même erreur. Ben peut-être qu'il faut faut que le parent fasse la même erreur. Le nombre d'élèves, des fois, je veux pas faire comme ma mère. Puis finalement, qui finissent par faire comme la mère, ils vont retourner autour, puis pour finir à faire le même travail que leur mère. Donc, en enseignement, par exemple, ça, j'en ai vu souvent, soit infirmiers. Je ne veux pas faire une infirmière comme ma mère, finalement, ils finissent par faire une infirmière. Donc, des fois, puis vous ne voulez pas qu'ils fassent ça pour telle raison. Donc, dans les faits, c'est vraiment de respecter le tout. Donc, voilà. Moi, je veux vous dire que des pistes pour vous accompagner, tu sais, dans le fond, accompagner votre jeune, c'est vraiment de parler avec lui, de l'écouter, de l'observer. Et la meilleure façon de faire, et ça, je l'ai expérimenté régulièrement, je le fais encore avec mon fils de secondaire 5, c'est dans l'auto, d'accepter qu'ils mettent sa magnifique musique, hein, parce qu'on sait qu'on n'a pas les mêmes goûts à notre âge et à l'âge de nos adolescents. Donc, d'accepter qu'ils mettent leur musique. Oui, c'est un petit moment de nous, ça va être difficile à vivre ça, mais on accepte et on peut parler. Et je vous le dis, pour un adolescent, un garçon, le nombre de choses et le nombre d'informations qu'il me dit dans l'auto, en mettant sa musique, en lui posant des questions, il est comme pris, je vous le dis, ça marche à tout coup. Ma fille, bon, c'est sûr qu'une fille, il y en a plusieurs qui parlent plus un petit peu que les gars, mais je vous le dis, avec les gars, ça vaut vraiment la peine. Pour avoir parlé avec plusieurs parents aussi, ils ont essayé ce truc-là. Bon, c'est sûr que la difficulté, c'est d'écouter leur musique, mais on s'en sort, je peux le vous dire. Voilà. Donc, bien entendu, souper devant la télé, on enlève les téléphones, tout ça, puis on essaie d'y aller dans un moment où est-ce que ça va bien. Donc, si, hey, mets ton téléphone là, on va parler de choix de carrière, c'est sûr que ça n'aidera pas. Par contre, on a un bon souper, on se rend fondu, on met nos téléphones, on se met à parler, puis après ça, à un moment donné, ça peut arriver dans le processus. Mais je vous le dis, c'est un long processus qui ne commence pas 2 jours avant le 1er mars. C'est déjà commencé et il faut qu'on continue. Donc, voilà pour ça. Informez-vous aussi, hein, donc dans le fond, il y a les portes ouvertes des cégeps. Donc, il va y avoir les portes, puis là, vous savez, c'est virtuel, tout est virtuel. Donc, il y a les portes ouvertes des cégeps, donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Parce que, dans le fond, des pistes, dans le fond, je trouve que, tu sais, dans le fond, informez-vous. Excusez. OK. Donc, ici, bon, des commentaires simples et poser des questions pertinentes en lien avec ses forces et ses réussites, bien, c'est de s'informer auprès de lui. Je trouve que tu fais preuve de tes principales qualités sont, quelles sont les réussites dont tu es le plus fier. Donc, poser des questions comme je vous en ai parlé tantôt, des éléments qui aideront le jeune à mieux se connaître aussi. Donc, on est vraiment là-dedans. Et bien entendu, travailler avec les activités, ses loisirs, ce qu'il aime le plus, tout ça. Donc, ça aide vraiment, dans le fond, à le connaître davantage. Encore pour mieux voir, dans le fond, explorer pour mieux voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, tantôt, j'en ai parlé, donc les portes ouvertes, l'exploration du marché du travail aussi. Donc, dans le fond, en parler avec, là, c'est sûr qu'on sait, tu sais, dans le temps des fêtes, j'ai tout le temps, c'est un bon temps pour en parler avec mon oncle, ma tante, cousin, cousine, grands-parents, tout ça. Là, bon, si ça se trouve pour vous, vous pouvez le faire, tant mieux. Sinon, bien, ça peut être aussi des visites de salon portant sur l'éducation. Donc, ça se fait virtuellement, les portes ouvertes, les lieux intéressants pour faire un stage d'observation, comme le jeune explorateur d'un jour, donc passer une journée, bien, ça peut être, pour le moment, ça va être en virtuel cette année. Des ouvrages spécialisés aussi en lien avec l'orientation. Donc, c'est toutes des façons de faire. Voilà.
Donc, maintenant, je vous laisse aux soins de ma collègue Claudette Dion pour vous parler de la dernière partie de la présentation des autres sites pour explorer les métiers et professions. Alors, bonsoir. On poursuit. En fait, c'est la dernière partie. Et par la suite, vous allez pouvoir poser les questions. On va vous dire la suite. Parfait. Alors maintenant, cette année, c'est merveilleux. On a le temps d'aller sur des sites. Hein? On ne peut pas trop se voir, donc on a beaucoup de temps pour explorer. Donc, voici de très beaux sites que nous avons retenus parce qu'évidemment, les jeunes connaissent toujours les mêmes professions. Quand on passe en classe et on leur demande « Dis-moi quel métier, quelle profession tu connais », bien évidemment, c'est pratiquement toujours les mêmes professions et c'est dommage parce qu'il y en a des très belles et des professions peu connues. Alors, le premier site est « Emploi d'avenir ». Vous allez pouvoir explorer les perspectives, les métiers et les professions qui ont de bonnes perspectives d'emploi. Et ici, en haut à droite, vous pouvez regarder pour chaque région. Alors, si vous voulez voir au niveau de Laval et Montréal, les emplois et les métiers qui offrent de bonnes perspectives d'emploi, c'est le site idéal. Pigma, on a parlé beaucoup des programmes collégiales. Alors, si vous voulez savoir dans quel cégep se donne le programme collégial que votre enfant vise, vous avez le site Pigma. On vous donne aussi une brève description du programme et on vous indique s'il y a des préalables qui sont exigés, comme les préalables en mathématiques et en sciences enrichies. Academos, très peu connu, par contre, c'est très intéressant. Ça permet, c'est une application mobile gratuite qui permet à votre jeune d'explorer le marché du travail, mais surtout d'être connecté avec la réalité du marché du travail. Donc, ils peuvent poser des questions à des professionnels ou des gens de métier qui sont passionnés par leur travail et ils voient vraiment c'est quoi concrètement. Alors, ils peuvent tout simplement écrire à un policier, à un avocat, à un mécanicien qui leur répond sur leur métier. Repère. Repère est un site d'information scolaire et professionnelle qui comprend 1200 descriptions de professions de niveau DEP, cégep et universitaire. C'est gratuit en passant par le Centre de services scolaires de Laval. Votre enfant a accès avec son code, son numéro de fiche, pardon. Donc, le numéro de fiche qu'il a à l'école, il rentre 2 fois dans le code d'accès et le mot de passe et il a accès à ce site. Il va dans profession par mots-clés et là, il peut découvrir des métiers et des professions. C'est intéressant parce que des fois, votre enfant va vous dire « Ah, ben moi, je suis intéressé à l'informatique, mais je ne sais pas dans la réalité qu'est-ce que ça fait, les professions en informatique. » Donc, il a tout simplement à cliquer sur « Profession » par mot-clé, indiquer « Informatique » et le système va lui donner des métiers et des professions reliés à l'informatique. Et ensuite, il va pouvoir explorer. Ce qui est bien là-dedans, c'est que le site donne une description des tâches, la formation qui est exigée pour accomplir ce métier, une idée de la personnalité qui est recherchée et évidemment quelque chose qui lui concerne plus ou moins. Donc, les jeunes nous le demandent beaucoup, c'est combien je vais gagner si je fais ce métier. Donc, vous allez avoir une idée des salaires. Vous avez un autre site, Ma formation en vidéo, qui vous permet à votre jeune de voir des petites capsules vidéo de gens qui font des métiers. Alors, c'est visuel. Ça leur permet aussi des fois de voir l'environnement de travail. Donc, ce sont encore là des passionnés de leur métier qui parlent de leur formation et des tâches reliées à leur travail. Très beau site. Enfin, un site tout à fait pour les parents. Espace Parents, qui est fait avec l'Ordre des conseillers d'orientation, vous permet de voir tout le parcours secondaire de votre enfant, les différents parcours, donc de secondaire 1 à secondaire 5, et évidemment les études postsecondaires. Et ça répond aussi aux questions que les parents se posent souvent par rapport à l'orientation de leur enfant. Donc, ceci, on va le mettre... il est déjà sur le site, donc vous avez les différents sites à explorer. Et voilà. Alors, je vous laisse pour le mot de la fin.
Donc, ben, merci tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. Donc, on va passer à la deuxième partie de la soirée qui est en fait les questions à poser à toutes les conseillères d'orientation de vos écoles. Donc, avant ça, là, dans le fond, je vais laisser les filles aller s'installer dans leur salle. Donc, vous pouvez déjà penser à aller revalider le numéro de salle dans laquelle vous devez aller. Pour ce qui est des rencontres Zoom, en fait, des différents cégeps qui vont avoir lieu le 8, 9, 10 décembre, je vais tout de suite le mettre dans la conversation. Non, ma collègue l'a déjà mis dans la conversation. Dans le fond, l'affiche avec les liens Zoom, avec les heures aussi pour les différents cégeps. Donc, ça, c'est déjà disponible. Sinon, inquiétez-vous pas, à partir de demain, les communications vont produire une publicité avec les différents liens Zoom qu'il y aura là-dessus. Donc, vous pourrez à ce moment-là aller cliquer et avoir tous les liens. Et même chose là, pour la rencontre du 14 janvier sur l'admission au cégep ou en FP. Cette conférence-là aussi, il y aura de la publicité qui va se faire à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, je vous invite vraiment à aller dans les différentes salles. Dans les différentes salles. Si jamais vous avez des problèmes au niveau des numéros et tout ça, là, juste peut-être envoyer un message dans le chat. Là, on va rester les 5-10 prochaines minutes pour vous aider à vous connecter. Mais sinon, après ça, on va fermer finalement ce Zoom-là pour vous permettre vraiment d'aller dans les salles des conseillers d'orientation des écoles. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, je vous invite dès maintenant là, à aller poser vos questions en individuel. Merci.